Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des équilibres des mélanges binaires sous deux phases, solide et liquide, après avoir parlé au chapitre T5a des équilibres liquide-vapeur de ces mélanges. Le cadre de l'étude est absolument identique à celui des équilibres liquide-vapeur, puisque nous considérons des mélanges de deux espèces, que nous notons 1 et 2, à pression fixée, P est égal à constante. Nous allons obtenir des diagrammes de phase de la sorte qui sont dits isobars. Alors quand on a étudié les équilibres liquide-vapeur des mélanges binaires, on avait toujours une phase plus ordonnée que l'autre, ici le liquide qui était plus ordonné que le gaz. Évidemment, si nous considérons les équilibres solides-liquides, nous considérons un état moins ordonné qui sera cette fois-ci l'état liquide, et un état plus ordonné qui sera cette fois l'état solide. Pour les solides, il y a plusieurs types de situations. Soit les solides 1 et 2 sont totalement miscibles, soit les solides sont totalement non miscibles, ou alors, situation intermédiaire, ils sont partiellement miscibles. En revanche, pour les liquides, nous allons considérer seulement des cas où 1 et 2 sont totalement miscibles. En effet, s'il y a une miscibilité soit partielle, soit une non-miscibilité, à l'état liquide de 1 et 2, eh bien, l'étude sera limitée à un équilibre de phases qui va mettre en œuvre des phases qui seront pures, en 1 et en 2, et donc on se ramènera au changement d'état des corps purs. C'est donc pas intéressant. La description en termes quantitatifs, désormais, sera absolument identique à celle des équilibres liquide-vapeur. En effet, nous allons considérer des fractions molaires ou massiques dans une phase solide ou une phase liquide, seront notées ainsi, et des fractions molaires ou massiques globales en 1 et 2 dans le système. Alors quand on étudie les équilibres solides-liquides des mélanges binaires, il apparaît une nouvelle notion, dans le cas où les solides sont soit totalement soit partiellement miscibles entre eux pour 1 et 2, c'est ce qu'on appelle les solutions solides. Et on va les définir. Une solution solide, c'est tout simplement un mélange homogène de deux, ici corps purs, à l'état solide. Et vous connaissez ce type de notion, puisque en première année, vous avez étudié ce qu'on appelle les alliages, c'est-à-dire des solutions solides métalliques, avec 1 et 2 qui sont des métaux. En PCSI, en parlant des alliages, vous avez vu que cristallographiquement parlant, vous aviez deux types d'alliages. Les alliages de substitution et les alliages d'insertion. Ceci se généralise aux solutions solides. Alors si on s'intéresse aux solutions solides de substitution, on peut en voir ici un exemple schématique. Il s'agit en fait de solutions solides où les sites cristallographiques de la structure du composé 1 vont être parfois occupés par le composé 2. Vous savez que cela advient lorsque les composés 1 et 2 ont des propriétés physico-chimiques, notamment le rayon, qu'il soit rayon moléculaire, rayon ionique ou rayon métallique, qui sont quasi identiques. On peut donc remplacer impunément le constituant 1 par le constituant 2 dans ces sites cristallographiques. Ainsi, le constituant 2 peut occuper une certaine fraction molaire ou massique du mélange qui peut varier de 0 à 1. C'est par exemple le cas pour le bronze, qui est en fait un alliage cuivre éteint, donc un mélange binaire. Lorsqu'on regarde la surface d'un bronze en microscopie à force atomique, on voit qu'il est constitué des deux métaux qui sont répartis de façon aléatoire à la surface. Alors vous voyez que les petits points ici qui sont foncés, c'est du cuivre, et les petits points clairs, ça va être de l'étain. Donc on voit ici qu'il y a une miscibilité qui va être souvent totale à l'état solide pour ces types de solutions solides, puisque, comme on l'a dit, le constituant 2 peut remplacer 1 de manière à faire varier sa fraction massique ou molaire de 0 à 1 librement. Le cas est différent pour les solutions solides d'insertion. Solution solide d'insertion s'obtient par insertion du constituant 2 au sein de la maille cristallographique du constituant 1 étant ici en bleu, et le constituant 2 étant aussi ici en rouge. Alors on peut bien entendu remplir tous les sites interstitiels
de la structure cristallographique de 1 par des motifs de 2, mais une fois que la saturation de cette site interstitielle est obtenue, eh bien le constituant d'yeux ne peut plus être ajouté, et donc on va obtenir ce qu'on appelle une saturation, et de là, eh bien si on rajoute encore des motifs 2, on va obtenir une démiction à partir d'une certaine fraction massique de ce constituant 2 dans le mélange. C'est-à-dire que le constituant 2 va venir à son tour former une nouvelle phase. Donc la miscibilité sera souvent partielle pour ce type de solution solide d'insertion. On va donner quelques exemples, tout d'abord avec des mélanges bismuth-étain, visualisés en microscopie électronique. On va tout d'abord partir d'étain pur et on va ajouter 5% de bismuth en termes de fraction massique. Donc voici ce qu'on obtient en microscopie électronique. Vous voyez que la surface de l'alliage est lisse, on ne voit pas particulièrement de nouvelles phases qui apparaissent, et effectivement cette phase homogène constitue une solution solide. Eh bien c'est une solution solide de bismuth dans une matrice d'étain. Si on augmente maintenant un petit peu la concentration massique de bismuth dans ce mélange, eh bien en microscopie électronique, l'aspect va totalement être modifié. Vous voyez qu'on a toujours la présence d'une solution solide riche en étain, ici en gris foncé, mais va apparaître une nouvelle phase, c'est-à-dire qu'il y aura eu démiction. Va apparaître une nouvelle phase qui apparaît ici en gris clair, et qui est à base principalement de bismuth, et qui contient un petit peu d'étain. Donc c'est une nouvelle solution solide qui apparaît, c'est une solution solide riche en bismuth. Si maintenant on augmente encore la fraction massique en bismuth dans le mélange, eh bien on voit que cette nouvelle solution solide riche en bismuth va être en quantité plus importante. Donc on aura toujours la présence de deux phases, mais cette fois-ci, la solution solide riche en bismuth va être à peu près aussi présente que la solution solide riche en étain. Un autre exemple encore plus pratique va être celui de l'acier, qu'on appelle une perlite. C'est un mélange de fer, à très grand pourcentage, et de carbone. Si on observe la surface de cet alliage, donc l'acier en microscopie électronique, on observe ceci. Alors c'est un aspect lamellaire, c'est pour ça qu'on appelle ça la perlite lamellaire. Et vous voyez que le solide qui apparaît en blanc ici, eh bien c'est une solution solide qui est très riche en fer. C'est-à-dire que le carbone est venu s'insérer dans certains des sites interstitiels d'un cristal de fer, et donc va constituer ce qu'on appelle la ferrite. Par contre, comme le pourcentage en carbone est plus grand que ne peut le supporter la solution solide ferrite, eh bien il va y avoir une démiction, c'est-à-dire que le carbone va migrer dans une autre phase, et va apparaître ces zones noires ici, qui s'appellent des zones de sémantite. Elles ont toujours un fort pourcentage en fer, mais elles ont quand même 25% de fraction massique, de fraction molaire en carbone. Donc cette phase apparaît après saturation de la ferrite en carbone, et donc le carbone va former une nouvelle phase avec le fer, il va y avoir démiction. Si on regarde encore de plus près la surface de cet acier perlite lamellaire, eh bien on voit qu'il y a des sortes de canyons qui se forment. Donc le canyon ici contient de la ferrite, et par-dessus, eh bien nous voyons l'apparition de lamelles de sémantite. Alors ça c'est totalement différent de l'état liquide lorsqu'on deux phases liquides coexistent dans un mélange binaire. En effet, on se rappelle que dans ce cas, eh bien, il y avait une décontation des deux phases. On obtenait deux phases bien séparées visuellement, tandis que là, vous voyez que la phase solution solide ferrite et la phase sémantite sont dispersées l'une dans l'autre. Donc on a une dispersion importante des phases l'une dans l'autre. C'est le cas lorsque principalement on va fabriquer des alliages par refroidissement rapide d'un mélange liquide. Quand on dit refroidissement rapide, eh bien, il s'agit d'un refroidissement en quelques minutes ou quelques heures.
La situation est totalement différente si on a un refroidissement très lent. C'est par exemple le cas en géologie lors de la formation des minéraux à grande profondeur. La température va diminuer extrêmement lentement, sur des échelles de dizaines d'années, centaines d'années, milliers d'années. Et donc, les deux phases, ou plusieurs phases solides qui vont coexister, vont former des domaines qui seront discriminés en termes de positionnement géographique. Vous voyez qu'il y a une superposition de cristaux, mais cette fois-ci l'échelle est de l'ordre du centimètre ici. Donc voyons qu'il apparaît des grandes zones cristallines, chacune étant constituée d'une seule phase. Donc c'est très différent du cas de l'acier, pour lequel le refroidissement était très rapide. Donc si nous revenons un petit peu à la description des systèmes binaires que nous allons étudier, nous avons plusieurs cas donc, pour les solides. Soit les solides sont totalement miscibles, soit partiellement miscibles, soit totalement non miscibles. Et donc on va avoir plusieurs situations en termes de nombre de phases lors des équilibres solides-liquides. En effet, nous allons étudier des cas où le système sera monophasique, biphasique ou triphasique. Nous avons vu que dans le cas d'un système monophasique, évidemment, dans le cas des équilibres liquide-vapeur, cette phase unique était soit du liquide, soit de la vapeur. Et bien ici, lors de l'étude des équilibres de phase solide-liquide des mélanges binaires, la phase unique va être soit une phase liquide, soit une solution solide. Alors l'étude dans le chapitre T5b, T5a nous avait donné le nombre de degrés de liberté de ce système. Et nous allons pouvoir transposer ces études aux différents systèmes que nous étudions aujourd'hui. Deuxième type de système, les systèmes biphasiques. Alors, deux situations sont possibles. Soit une phase liquide et une solution solide coexistent, soit deux solutions solides coexistent. Au niveau de la notation, nous noterons souvent les phases solides, dites solutions solides, alpha et bêta. Si évidemment la miscibilité est totalement nulle, eh bien les deux phases solides seront les deux solides purs, évidemment. Enfin, la troisième situation sera celle des systèmes triphasiques. Dans ce cas-là, on aura une phase liquide qui coexistera avec deux solutions solides, alpha et bêta. Si on revient au système monophasique, l'étude du chapitre 5a nous avait fourni le nombre de degrés de liberté de ce type de système. On retrouve le même résultat ici. Le nombre de degrés de liberté, si on tient compte de la fixation de la pression, sera de 2. Autrement dit, on pourra imaginer l'existence de systèmes monophasiques sur des domaines à deux dimensions des diagrammes binaires, et la température et la composition de ces phases pourront être indépendamment fixées par l'opérateur, et donc pourront varier indépendamment l'une de l'autre. La situation est bien entendu très différente pour les systèmes biphasiques, puisque le nombre de degrés de liberté va être amputé d'une unité. Il va être de 1. Ainsi, si l'opérateur choisit de fixer la température, eh bien, il n'aura plus libre cours à la fixation de la composition des deux phases en présence. On sait que ceci est la traduction du théorème de l'horizontale. Et donc nous allons revoir le théorème de l'horizontale ainsi que le théorème des moments chimiques qui nous donne accès à une caractérisation quantitative du mélange. Lorsqu'on regarde un mélange biphasique, qui est compris entre deux domaines monophasiques dans le diagramme binaire, eh bien si on considère un mélange à une température fixée, on sait qu'on peut lire la composition des deux phases à la frontière du domaine biphasique et à l'horizontale, c'est-à-dire à température constante par rapport au mélange que l'on considère. Ainsi, la phase alpha ici sera composée avec une fraction molaire XA encore pure 2, et la phase bêta sera constituée avec une fraction molaire XB encore pure 2. Pour aller plus avant, on a besoin du théorème des moments chimiques. Celui-ci nous donne accès au rapport des quantités de matière ou des masses des deux phases dans le système biphasique.
Donc si l'abscisse du diagramme binaire correspond à une fraction molaire, on aura accès à un rapport de quantité de matière des deux phases alpha et bêta. Il s'agit du rapport des segments inverses, c'est-à-dire le segment côté phase bêta sur le segment côté phase alpha. Si jamais l'abscisse du diagramme binaire correspond à une fraction massique, ce qui sera davantage le cas pour les équilibres solides-liquides, comme vous le verrez, eh bien ce rapport de segment nous donnera accès non pas au rapport des quantités de matière, mais au rapport des masses des deux phases. Enfin, le troisième type de système sera un système triphasique, pour lequel on a une coexistence de liquide et de deux phases solides. Le nombre de degrés de liberté passe à 0 cette fois-ci, donc l'opérateur n'a plus de degrés de liberté s'il maintient la pression constante, et la température et la composition des phases ne pourront varier, elles seront donc fixées. Ceci entraîne, on le sait, l'existence de ces systèmes triphasiques seulement sur des segments horizontaux, à température constante. Et donc, les domaines à deux dimensions des diagrammes binaires ne concerneront que les systèmes biphasiques ou monophasiques, et non pas les systèmes triphasiques. Au prochain épisode, nous allons donc commencer à étudier, fort de ces généralités, les différents diagrammes possibles. Alors, cette fois-ci, pour les mélanges uniquement miscibles totalement à l'état solide.